Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Vous avez envie de mettre quelques heures à profit de votre été pour booster vos compétences à mes côtés? Expo, Mode d'emploi, Régie d'enfer et Organija, ça vous dit quelque chose? Ce sont mes 3 premières formations en ligne pour vous aider dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces 3 formations, courtes et concrètes, sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 € pour vous former en toute liberté avec fun. Rendez-vous sur www.funinmuseum.com/boutique pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre en mode cahier de vacances et cocotier. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode cahier de vacances qui fait une belle transition avec la rentrée. Aujourd'hui, je partage mon micro avec Jérôme Ramaker. Jérôme est diplômé en journalisme et gestion culturelle. Il a été directeur de la communication d'un musée à 23 ans. Son expérience s'est enrichie au fil des projets associatifs et européens entre lieux de création, agences événementielles, compagnies de cirque et festivals, mais aussi de rencontres avec des artistes en manque de communication. Passant des conseils informels à des formations reconnues, ces interventions créatives sont de plus en plus plébiscitées par les structures d'accompagnement et les institutions culturelles. Son premier ouvrage, que vous connaissez peut-être, Communiquer son projet artistique, sorti en 2013, devient une référence pionnière par son approche singulière d'une communication adaptée aux spécificités culturelles. Il accompagne aujourd'hui les artistes, créatifs et professionnels du secteur culturel dans la communication de leurs projets. De la stratégie à la pratique, il met son art au service du vôtre. Auteur, formateur et consultant, il est également chargé de cours dans 2 écoles des hautes études à Bruxelles. Avec Jérôme, nous avons décortiqué les bonnes et les mauvaises pratiques des institutions culturelles sur les réseaux sociaux. Transmission d'informations plutôt que création de liens sociaux avec une communauté, phénomène TikTok, recours aux influenceurs pour maximiser sa visibilité, feu de paille avec le Covid. Avec Jérôme, on met les pieds dans le plat sur ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Sans langue de bois, parce que sinon, personne n'avance. Avant de vous laisser découvrir notre conversation passionnante, voici le dernier défi cahier de vacances du podcast J'ai l'œil du tigre. Sur votre réseau social préféré, LinkedIn, Facebook, Instagram, repérez 3 comptes d'institutions culturelles avec qui vous avez échangé ou tenté de créer une relation et d'établir le contact. En la taguant par exemple, ou en lui envoyant un message privé. Alors, est-ce que cette institution vous a répondu ? Est-ce qu'elle a créé du lien avec vous? Bonne surprise ou catastrophe sans nom? Faites le point en toute objectivité et surtout, écoutez ce qui suit. Bonjour Jérôme, je suis ravie de partager mon micro avec toi aujourd'hui pour un nouveau podcast invité, l'épisode qui clôture le cahier de vacances sonore de J'ai l'œil du tigre et qui fait, je trouve, une parfaite transition avec la rentrée. Alors, comment vas-tu Jérôme ce matin du 22 juillet, jour de notre enregistrement? Je me sens estival. C'est ouais. Ok. Eh ben, tant mieux, ça colle tout à fait avec le cahier de vacances du coup. Alors, aujourd'hui, nous allons parler réseaux sociaux et comment bien les utiliser lorsqu'on est un musée ou toute autre structure culturelle, ta spécialité. Tu vas nous donner des tips concrets, Jérôme, sans langue de bois, et on va creuser particulièrement l'exemple de
TikTok en étude de cas en seconde partie d'épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, même si je viens de te présenter en intro solo, peux-tu s'il te plaît te représenter, Jérôme, aux auditeurs et auditrices avec tes propres mots? Je te pose la même question qu'à tous les invités. Quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime et en particulier ton amour de la communication et des réseaux sociaux? Une grande question. Je dirais que ma mission, ce qui m'anime, c'est de m'asseoir à côté des porteurs de projets, que ce soit des artistes émergents ou des structures culturelles, et de les aider dans leur stratégie de communication. Je me suis rendu compte que j'ai pu allier mes deux passions, si on veut, en termes de communication et de culture. Et très, très vite, même quand j'étais encore étudiant, j'ai fait le lien entre ces deux domaines qui étaient souvent séparés. Et voilà, moi j'ai tracé ma démarche personnelle. Alors je signe artisan communicateur parce que c'est vraiment cette démarche-là de manipuler la communication comme une matière et de faire à chaque fois des projets personnalisés et authentiques. Et donc voilà, moi je crois que c'est vraiment, si je peux passer mes journées à m'asseoir à côté des artistes ou des structures et de parler avec elles de communication et de les aider à avoir une communication qui est cohérente, qui est sensée, qui est créative, euh, c'est là où moi je me sens bien, je me sens à ma place en fait, et je me sens utile. Et c'est vrai que depuis quelques années j'y arrive, et c'est ça qui est fort intéressant. Super, super. Merci beaucoup Jérôme pour cette belle présentation. C'est vrai que authenticité, aider avant tout en fait les maîtrises d'ouvrage, c'est ça qui est le plus important au-delà des solutions techniques, des solutions créatives qu'on propose. Je pense que vraiment accompagner, aider, prendre par la main, je pense que c'est vraiment très très important. En effet, je te rejoins totalement là-dessus. Alors, on va continuer à faire connaissance à présent, si tu le veux bien, avec le petit quiz Fast and Curious, le défi de chaque podcast invité. Alors, est-ce que tu es prêt? 2 options et tu choisis la meilleure pour toi. Et bien sûr, l'objectif, c'est de commencer à mettre les pieds dans le plat tout doucement et à problématiser notre sujet du jour, réseaux sociaux et bonnes pratiques, outre d'en savoir un peu plus sur toi encore. Alors, premier choix cornélien. Tu préfères écrire ou faire des conférences? Ah, Hey. je sais que j'ai une facilité à écrire, parce que j'ai déjà écrit 4 ouvrages et que c'est une manière aussi de transmettre. Après, la conférence, ce qui est intéressant, c'est l'interactivité avec le public. C'est pas de faire un laïus ex cathedra, mais d'être en relation avec le public. Donc, je pense que j'aime l'écriture pour la réflexion que ça amène et la transmission. Et voilà, si je dois choisir entre les deux, allez, je dirais l'écriture. Ok, ah oui, parce que je t'ai posé cette question-là parce que les auditeurs l'ignorent peut-être, mais tu as écrit plusieurs livres dont on mettra les liens dans la description du podcast, bien sûr. D'ailleurs, duquel es-tu le plus fier? Ah, c'est vache. Et c'est le but, hein. On va dire le premier dans le sens où c'est le premier que j'ai osé écrire, c'est le premier où, d'après ce que le secteur me ramène comme information, donc que ce soit les artistes ou les porteurs de projets, c'est le premier qui a mis les pieds dans le plat et qui a vraiment traduit en communication les enjeux pour le secteur culturel. Et donc avant, tous les ouvrages qui existaient sur le marketing ou sur la communication étaient souvent destinés au milieu entrepreneurial, commercial, B2B. Et je sais que celui-ci, beaucoup de gens m'ont dit que c'est la première fois qu'on leur parle de communication avec leurs mots, avec leur réalité et leur spécificité. Et donc moi je suis assez fier d'avoir ouvert la porte avec cet ouvrage, que je suis d'ailleurs en train d'amender, puisqu'on est en train de préparer la réédition pour 2021. Super. Et c'est vrai que quand je me replonge dedans, c'est pas mal ce qui est écrit dedans. Ok, et donc du coup, c'est lequel? Le premier, c'est communiquer son projet artistique. Oui, c'est ce que j'avais vu, tout à fait. Ok, donc on mettra le lien dans la description du podcast si les auditeurs veulent enrichir leur bibliothèque côté communication et art et structure culturelle. Alors, deuxième choix cornélien, tu es plutôt communication print, imprimée, ou communication digitale? C'est bien comme ça qu'on dit? On dit communication digitale ou numérique, ou c'est la même chose? Oui, ça dépend des tendances et des communautés anglophones ou francophones. Ok, d'accord. Alors moi, évidemment, je prône la complémentarité des deux. Et je vais
aller ailleurs, je préfère la communication in situ, la communication qui est une action, qui agit sur place et qui est en relation directe. D'accord. Donc, d'avoir vraiment le geste qui fait l'acte de communication. Ok, donc là, on n'est pas vraiment dans une question de support, on est... Oui, parce que pour moi, on est son propre outil de communication aussi. Et donc, effectivement, quand on mène des campagnes, que ce soit print ou web, avec un certain message et une certaine identité, et voilà, une certaine singularité, mais qu'au final, sur place, ça ne se retrouve pas, on perd tout. Et c'est là les dérives parfois du marketing. Et donc, moi, je prône d'abord une communication qui est vraie sur place avec notre attitude et ce qu'on fait dans notre lieu culturel. Ok, ok. Donc encore une sorte de communication que je ne connaissais pas, communication in situ. Ok. Troisième choix cornélien, dans la dénomination réseau social, quel mot te parle le plus? Réseau ou social? Ouais, c'est dur. Tu peux me répondre les deux. Je pense que je dirais réseau, parce qu'un réseau social s'inscrit dans une société, et donc tous les outils sont liés à la société dans laquelle on évolue. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont sociales, mais par contre, la force des réseaux sociaux, c'est justement cette mise en réseau, que ce soit entre le musée et les visiteurs, que ce soit entre les amis ou entre des professionnels. C'est une force de réseautage dans un cadre social. Et donc, je réponds à chaud, mais effectivement, je pense que la plus-value est le réseau, parce que le social, on peut l'avoir aussi dans d'autres outils. Ok, ok. Ouais, pas facile cette question. Alors, tu es plutôt LinkedIn ou Facebook? Parce que tu es présent sur les deux, mais tu préfères quoi comme réseau social entre les deux? Je suis rentré sur Facebook en 2012 avec la page Oser le marketing culturel, parce que mon public était sur Oui, Facebook. Donc c'est comme ça que j'ai choisi d'y être. Aujourd'hui, ça me permet vraiment de faire de la curation de contenu et de, tous les jours entre midi et deux, partager plein de trucs, astuces et conseils et bonnes pratiques. Je pense que c'est intéressant pour ça, mais LinkedIn a une vraie force au niveau de nouveau du réseautage professionnel. Je pense que j'ai eu vraiment pas mal de projets qui se sont développés avec LinkedIn, des rencontres professionnelles qui se sont faites à travers ce réseau social, et je pense qu'il a vraiment sa raison d'être au niveau de cette évolution dans notre milieu professionnel, où on commence à partager nos réflexions, nos besoins, nos questionnements, alors qu'avant on gardait tout pour nous. c'est vrai. C'était vraiment ça, donc allez, je dirais LinkedIn. Ok, LinkedIn. Et c'est d'ailleurs là où on s'est un peu retrouvés, en tout cas, tous les deux. Ok. Et dernière question. Pour toi, la pandémie a engendré pour la communication numérique des structures culturelles une opportunité pour l'avenir ou un feu de paille? Alors je l'espère, une opportunité pour l'avenir. Mais c'est vrai que j'ai entendu que beaucoup de communicateurs disaient qu'une fois qu'ils allaient retourner à la normale, ils n'auraient plus le temps de produire tous les contenus créatifs qu'ils ont fait pendant la pandémie. Et je trouve ça très dommage, parce que finalement, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qu'on recommandait depuis des années aux community managers, et qu'ils n'osaient pas. Et là, ils ont osé le faire. Donc j'espère que c'est une opportunité pour l'avenir, et je le souhaite vivement. Oui, 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 complètement. C'est ce que j'espère aussi. Ça serait, pour moi, c'est vrai. La pandémie a eu un effet de levier, comme tu le dis, et ça serait dommage, en effet, de ne pas continuer les actions qui ont été amorcées, entre guillemets, grâce à cette période un peu particulière. Parfait, merci d'avoir joué le jeu et partagé tes premiers avis sur le sujet. Première question que je voulais te poser dans ce podcast Invité Jérôme. On ne va pas tourner en rond. Quelles sont pour toi les erreurs fréquentes que tu observes dans la pratique des réseaux sociaux par les institutions culturelles? Oui, on démarre fort, hop, on met les pieds dans le plat. Les erreurs fréquentes. Et c'est là où je me fais trucider, parce que je vais commencer à critiquer. Mais c'est un peu pour ça qu'on m'engage, Oui, voilà. mais après, on va aller dans du Ouais, ouais. positif. Donc voilà, on met les pieds dans le Non, mais plat c'est tout de comme ça suite. aussi que moi j'interviens en tant que consultant dans les structures, c'est que généralement ils ont besoin d'un regard extérieur et de mettre le doigt là où effectivement il y a une incohérence qu'ils ne perçoivent plus à force d'habitude. Donc voilà, j'assume tout à fait ce rôle, et que c'est là où on peut justement être après créatif. Je dirais que la première grosse erreur, c'est de reproduire sur les réseaux sociaux les pratiques du print. Une page Facebook, c'est pas un encart dans un magazine. Mhm. Or, souvent, les musées font ce que j'appelle de la retape, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire des annonces, à faire de la promotion, à inciter les gens à venir aux expos, venez, l'expo est ouverte, venez ceci, sans vraiment d'interaction et d'échange, alors que, comme je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est des communautés d'échange et d'interaction. Donc, on se trompe sur l'utilisation des outils souvent.
Donc ça, c'est une première erreur pour moi, c'est de reproduire vraiment les pratiques du print dans le web. Et c'est par méconnaissance ou par crainte de tronquer une image qui est au fait trop institutionnalisée avec les habitudes de l'imprimer, quoi. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler dans un musée à l'âge de 23 Oui. ans, les réseaux sociaux n'existaient pas, et pourtant, donc on remplissait nos expos, donc c'était pas un souci en termes de communication, mais c'est vrai qu'on annonçait nos expos qu'une fois qu'il y avait les affiches et les flyers. Avant ça, les gens n'étaient pas au courant. Et donc voilà, on doit partir sur une autre base et une autre technique, et les deux se complètent. Donc voilà, première erreur pour moi, c'est ça. C'est vraiment de ne pas comprendre les spécificités des réseaux sociaux et de faire la même chose que ce qu'on fait dans le print, alors que ça doit être complémentaire. La deuxième erreur fréquente, je trouve, c'est de ne pas varier les contenus entre les réseaux sociaux. Ok. De faire systématiquement la même chose entre Facebook, Instagram et même TikTok. Ce n'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes réseaux sociaux. S'ils ont été créés, s'ils ont eu leur succès, c'est parce qu'ils apportent quelque chose de spécifique. Et même s'ils se copient mutuellement, à la base, ils ont été Oui. créés pour quelque chose. Et c'est cet élément-là qui fait leur force et leur raison d'être. Donc je pense qu'il faut vraiment varier les contenus entre les réseaux sociaux. Et même varier les contenus entre un post, une story, un Reels. Parfois, je retrouve les mêmes contenus à travers les trois fonctionnalités d'un même réseau social. Alors que si justement ces trois fonctionnalités existent, c'est qu'elles peuvent apporter des choses spécifiques. Ok. Donc voilà, ça c'est aussi une erreur. L'erreur plus au niveau du management, c'est de croire que c'est facile et que ça prend pas beaucoup de temps. Ah oui, ah oui. C'est une vraie stratégie de contenu, c'est un vrai calendrier éditorial. Oui, ça prend énormément Oui, de mais c'est temps. parce qu'il faut comprendre ce que ça apporte. C'est difficile de mettre un ROI sur une stratégie de communication digitale. Donc ROI, c'est vraiment le retour on investment. C'est le fait que ce que j'investis dans ma communication, qu'est-ce que ça me rapporte? D'accord. Et effectivement, c'est souvent ce qu'on nous demande après une stratégie, c'est de faire un rapport, et voilà quels ont été les résultats. Et certaines directions vont peut-être s'atteler à regarder que les chiffres, c'est-à-dire combien d'abonnés en plus, combien de likes, etc. Alors que parfois, c'est plus intéressant d'avoir engagé une fidélisation du public, ou d'avoir ouvert à de nouveaux publics, ou d'avoir testé des nouvelles choses qui ont finalement renforcé plutôt l'équipe interne que la communication externe. Mais enfin voilà, donc il y a les éléments d'évaluation en fait d'une stratégie digitale, elle est plus complexe que simplement les chiffres. Ok. Et je pense qu'effectivement, ben voilà, on a l'impression qu'il suffit de mettre un post sur Instagram pour que tout le monde vienne à l'expo, alors que c'est pas le cas. Non. Voilà. Et donc on suscite souvent aussi beaucoup l'engagement et la participation du public, puisqu'effectivement on sait que les réseaux sociaux le permettent, mais c'est pas facile de susciter l'engagement et la participation du public. Peut-être que certains ont déjà testé ça, et de susciter quelle légende mettriez-vous sur cette photo, ou que nous proposiez-vous comme prochaine concours. Mais souvent, ben voilà, les participations sont pas à la hauteur des attentes, parce que c'est pas évident en fait. On a l'impression que c'est logique, mais non. Et souvent, c'est lié au fait que on est dans cette dimension One Direction, donc seulement vers le public. On lui demande des choses, mais on lui donne rien. Et il n'y a pas d'échange. Et donc, s'il n'y a rien qui se construit avec la communauté, on ne peut Oui. pas les avoir avec nous pour les engager. Oui. Complètement. Et moi, c'est ce que j'ai observé en tous les cas en tant qu'abonné en fait à beaucoup de comptes de musées, d'institutions culturelles de toute taille. C'est vrai, c'est ce qu'on observe souvent. On a un flux qui vient de la structure avec des publications, comme tu le dis, en un sens. Et après, quand il suffit d'interagir ou de réagir, par exemple, si nous, en tant que visiteurs, on tag une structure parce qu'elle a fait telle expo ou elle a fait telle initiative qu'on trouve vachement intéressante. Moi, je vois bien, je le fais déjà depuis un peu moins d'un an, depuis que vraiment je suis très engagée sur Instagram. Et en fait, quasiment je dirais à 95%, quelle que soit la taille de la structure, en fait, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction, donc qu'est-ce qu'on fait? On envoie un petit message privé un mois après en se disant vous avez peut-être pas vu que je vous avais tagué, que j'ai valorisé quelque chose, etc. Et en fait, souvent, soit il n'y a pas de réponse du tout, donc silence radio total. Donc envers ses abonnés, pour créer une communauté, créer du lien, je trouve ça quand même particulièrement moyen. Et deux, on m'a déjà dit à plusieurs reprises en fait qu'un message privé, en fait, ça le fait pas. En fait, de contacter une institution muséale par un message privé, qu'il faut passer par le mail, etc. Donc moi, je trouve ça un peu bizarre, finalement, d'être sur des plateformes réseaux sociaux et d'avoir ce type de réaction ou d'absence de réaction. C'est ça, s'attendre au retour, s'attendre aux avantages que peut
prétendre les réseaux sociaux, mais sans s'investir réellement Mhm. dedans, sans faire évoluer de nouveau ses Oui, pratiques. Après, moi, j'ai la chance d'intervenir dans d'autres secteurs culturels que les oui. musées. Et c'est vrai que dans certaines structures, bah, par exemple, il n'y a pas de chargé de communication. Donc, c'est ça la difficulté pour eux, c'est qu'ils postent une fois par semaine quelque chose, mais en fait, il n'y a personne qui est derrière pour réagir. Or, les réseaux sociaux gagnent en visibilité s'il y a de l'interaction, des commentaires, du partage et tout. Donc, il faut être actif dessus. Et en même temps, par exemple, les arts vivants, tout ce qui est festival, là, on a quelque chose qui se met en place entre les community managers. Je m'occupe d'une compagnie de cirque. Quand on tag systématiquement le festival où on vient, il y a souvent une interaction avec eux-mêmes, nous tag, etc. Et donc, ça fait partie du jeu, mais parce qu'on sait qu'on se renforce mutuellement dans notre visibilité, quoi. Oui. Et donc je pense que c'est là où, si à partir du moment où un musée s'investit dans un réseau social, il doit en comprendre tous les codes et tous les usages Mhm. et y participer, parce que sinon il va faire une action, ça va un peu prendre, mais il va pas rebondir dessus, et donc ça va être à chaque fois des one-shots. Ok, et donc je pense que dans leur stratégie éditoriale, il n'y a pas que le calendrier éditorial avec les différents posts, les stories, etc. Je pense qu'il faut aussi inclure une espèce de politique ou une bonne pratique, une stratégie de réponse aussi quand il y a des engagements. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que certaines structures, en tout cas, sont pas habitués à avoir des codes de réponse, parce que même il y a même énormément de maladresse. Moi, c'est vrai que je suis une professionnelle dans le milieu, donc je vais pas commencer à faire de la mauvaise presse. En tous les cas, c'est pas dans mon tempérament de dire bah voilà, un tel m'a pas répondu ou je ne sais quoi, je vais pas rentrer dans le jeu là. Mais je pense que des personnes qui n'ont pas du tout de conséquences possibles sur leur business ou sur leur visibilité, je suis pas sûre en fait que il y ait une parole si comment dire censurée entre guillemets. Mais ce qu'il y a, c'est que, notamment avec la pandémie, le public a acquis des nouvelles compétences numériques. Et le public qui est sur les réseaux sociaux l'utilise pas uniquement avec les musées, mais aussi avec d'autres associations, avec leurs amis, etc. Et donc, c'est dans leurs habitudes de répondre, de commenter et qu'on leur réponde. Donc si jamais le musée ne joue pas le jeu, le public qui est connecté va se sentir en décalage avec l'institution. Et c'est là, quand je parlais tout à l'heure de communication in situ, ça fait partie de cette identité-là. C'est-à-dire que la manière dont vous communiquez sur les réseaux sociaux, c'est pas que la manière dont vous publiez, c'est la manière aussi dont vous répondez, ça fait partie de votre image finalement, d'avoir cette interaction, de répondre ou pas, hein, mais tout y participe. Et donc effectivement, je pense que un des freins par rapport à ça, c'est souvent la hiérarchisation des structures muséales, avec la nécessité parfois qu'un poste soit relu et validé avant d'être publié. Mais si on met ça en place, c'est impossible d'être réactif, c'est Oui, impossible. c'est ce que justement j'allais te dire. On a une espèce de, on est dans les travers un peu voilà, de demander la validation d'une hiérarchisation à outrance, de demander peut-être aux conservateurs, aux responsables de com, de voir qu'est-ce qu'on peut répondre, est-ce qu'on réagit ou pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de nébuleuse, mais en tous les cas, voilà, ça met vraiment des mauvaises pratiques, moi je trouve, et énormément de maladresse et un mauvais usage des réseaux C'est là où sociaux en les tout lignes cas. éditoriales peuvent aider. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre en place une stratégie de communication avec des lignes éditoriales claires pour chaque outil qui sont validées par la direction et même par le reste de l'équipe. Parce que pour moi, la com, c'est pas que le chargé de communication, ça doit être aussi une affaire de toute l'équipe de musée qui peut être partie prenante là-dedans. Et donc, à partir du moment où en équipe, on se met d'accord sur comment est-ce qu'on va communiquer sur le musée, là, alors du coup, on a un cadre d'action et la personne qui se charge des réseaux sociaux, mais aussi des affiches et autres, sait dans quel cadre il joue et donc peut avoir plus de liberté et de réactivité. À partir du moment où on respecte les lignes éditoriales. Donc c'est là aussi où la stratégie, elle peut à la fois donner confiance, structurer, organiser et permettre ce genre de créativité. Or, ben voilà, moi j'ai donné une formation avec, je crois que c'était une dizaine de musées d'une région en Belgique. La première chose que j'ai faite en les voyant, je dis bon, alors qui a une stratégie de communication? Personne. Aucun. Or, c'était des petits et grands musées, mais ils avaient quand même une importance, ils avaient des outils. Et c'est ça le pire, ils avaient des outils de communication, mais ils n'avaient pas de stratégie. Oui, c'est toujours ça, oui, on pense détail et on pense pas vision globale. Ok, oui, parce qu'il existe même des outils, on peut faire des templates de réponses qui sont validés au préalable, mais avec voilà de la personnalisation. Et c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux, ça renvoie aussi à tout ce qui est customer care, c'est très tendance en ce moment, mais je pense que les musées doivent aussi intégrer ce type
de prendre soin aussi de sa communauté. On n'est pas que dans de la com, quoi. On est vraiment dans du réseau social. Ouais, et sur les réseaux sociaux, votre image, elle est aussi véhiculée par vos ambassadeurs, c'est-à-dire par votre communauté. Et donc, c'est même eux qui font aussi beaucoup en termes de visibilité et oui, de renommée. Oui, Un petit complètement. musée peut avoir une super bonne image grâce à ses interactions sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est souvent eux, en tous les cas, qui vont répondre. En fait, quand je parlais des 95% des gens qui réagissent pas, souvent les 5%, c'est les petites structures, les gens qui sont plus dans la spontanéité, dans l'authenticité, peut-être une plus petite équipe, donc du coup il y a peut-être une chaîne de décision qui est peut-être un peu plus simple. Mhm. Mais en effet, c'est souvent les comptes qui ont plus de liens en fait avec nous en tant qu'abonnés. Ouais. Mais ce qui est dommage parce que c'est vrai que je remarque souvent que quand on fait appel à moi dans les structures, c'est parce que justement, ils se sont trop reposés sur le laurier, trop reposés sur leurs habitudes, et à un moment donné, il y a une perte de sens. Et ils ne savent plus comment utiliser leurs outils, ou comment défendre leur identité, ou comment supporter le poids de leur histoire, et de la moderniser, quoi. Parce que on va dire, leur projet en tant que tel est toujours intéressant et toujours d'actualité, mais ils n'arrivent plus à le présenter de façon moderne et actuelle. Et donc du coup, on intervient souvent dans ces moments-là, c'est-à-dire quand il y a une perte de sens, et on va essayer de retrouver comment est-ce qu'on veut finalement communiquer sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers, je sais pas moi, son logo, ses outils print et autres, quoi. Ok, ok. Alors, deuxième question, Jérôme. Donne-nous tes meilleurs conseils, tes meilleurs tips pour l'usage des réseaux sociaux dans les règles de l'art, y compris post-Covid. Donne-nous un petit peu ta petite checklist après ces erreurs. Ouais, on en a déjà parlé, mais pour moi, la première, c'est de se donner des lignes éditoriales claires. Oui. Pour savoir à qui on communique à travers les réseaux sociaux et pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est sur Facebook? Pourquoi est-ce qu'on est sur Instagram? Avoir vraiment ces questions de sens qui permettront ensuite de pouvoir même donner des idées de campagne sur les réseaux sociaux. Parce qu'avec une ligne éditoriale, on peut se dire, ah bien, je pourrais créer ce genre de contenu, ça rentre dans ma ligne éditoriale, ou je pourrais présenter cette information de telle manière, parce que du coup, ça me présente de telle autre manière. C'est ça aussi. Communiquer, c'est pas informer. L'information, elle est là, mais comment est-ce que je vais la partager sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que je vais la Mhm. représenter dans mes outils print? Donc voilà, il y a cette démarche-là de ligne éditoriale. Surtout que dans un musée, on a les expos temporaires et les expos permanentes. On a le musée en tant qu'image de marque, en tant que lieu culturel, en tant qu'émetteur, et puis on a les expos. Et la difficulté, quand on doit communiquer là-dessus, c'est qu'une expo, ben, il y a sa propre communication, on doit communiquer sur l'exposition, mais Mhm. en même temps, l'expo communique sur le musée. Et quand on gère les réseaux sociaux d'un musée et pas uniquement d'une expo, on doit essayer d'utiliser ces expos comme des contenus pour on va dire les lignes éditoriales du musée. Donc ça demande un peu de recul par rapport à ça, mais c'est ce qui permet de faire un fil rouge et vraiment une cohérence générale et qui donne du sens. Et souvent, ces réflexions-là, le public n'en a pas conscience, mais il sent que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, c'est parce qu'on a pensé tout ça derrière. Ok, donc vraiment une ligne éditoriale Ouais. globale et par réseau social. Comment tu... Par Par outil. outil, tous Ok. les outils, Print, print et ouais. web, Ok. vraiment. Alors, l'autre petit conseil, c'est, je dirais, viser la qualité plutôt que la quantité. Oui. Autant en termes de nombre d'abonnés que de nombre de publications. C'est intéressant d'être vraiment juste dans la qualité de ce qu'on propose. Et ça, c'est possible aussi parce qu'on a anticipé. Souvent, voilà, si on doit vite, vite, vite communiquer, ben on n'a pas le temps de choisir la bonne photo, les bons mots. Et donc, effectivement, anticiper, ça permet d'avoir une bonne qualité, mais vraiment la qualité de son audience aussi. Ok. Euh, Audience engagée, etc. ouais. Ok. Alors, l'autre truc, c'est de prendre le temps de comprendre les différentes fonctionnalités du réseau social, les codes et les usages, vraiment de s'imprégner de ces pratiques, et puis après de les détourner à son image. C'est là où ça devient créatif, et c'est là où on peut avoir des chouettes exemples d'utilisation des réseaux sociaux à des fins culturelles. Ok. J'ai une série Oui. d'exemples. Je ne sais pas si tu veux Oui, qu'on vas-y, le... vas-y. Par exemple, quand j'ai vu le domaine de Chantilly qui a fait un groupe Facebook qui s'appelle Va-t-elle la légende d'un burn-out, c'était hyper intéressant parce qu'ils n'ont pas créé une page, ils n'ont pas créé un événement Facebook, mais ils ont créé un groupe Facebook pour susciter justement l'interaction avec le public. Et ils ont aussi créé des faux profils pour nous faire vivre Ah. la préparation d'un repas
avec Vatel, etc. Et donc c'était hyper intéressant parce qu'on a détourné les usages de Facebook du temps du domaine de Chantilly. Donc ça, voilà, c'est un exemple dont on peut s'inspirer des codes et des fonctionnalités et les détourner. Mais quand on prend par exemple aussi la petite vidéo sur Instagram qui a eu lieu, je me présente, je m'appelle Henri, pour l'expo de Toulouse-Lautrec, ils ont aussi utilisé les codes geeks pour présenter Toulouse-Lautrec de façon beaucoup plus moderne, de connoter ces œuvres autrement, parce que c'est des œuvres qu'on connaît, mais si on leur met une autre légende, on va les voir autrement. Et donc ils ont vraiment récupéré les codes geeks et de la manière dont on détourne les images. Alors ça, je pense que beaucoup de musées ont l'impression que ça trahit l'œuvre, ça trahit l'artiste, qu'on ne peut pas parce que c'est pas sérieux. Mais justement, c'est ça qui apporte un nouveau regard, et ce que les réseaux sociaux permettent, c'est ce nouveau regard, et de présenter autrement des œuvres connues ou archi-connues. L'autre truc qui fonctionne très bien, c'est effectivement de montrer, par exemple, les coulisses. Ça, c'est une inévitable. On a beaucoup vu ça pendant la pandémie. Oui, et pendant la pandémie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres métiers qui ont été montrés qu'on ne voyait jamais. C'est sûr, oui. Et c'est là où je dis que l'équipe communique aussi, parce que c'était intéressant de pouvoir s'approprier... Voilà, le site internet, c'est pas uniquement le portail du communicateur. Le site internet, il appartient à tous les métiers du musée. Et donc c'est intéressant de pouvoir que chaque métier s'approprie finalement les outils de communication pour pouvoir transmettre leur métier, quoi. Donc effectivement, montrer les coulisses, faire des exclusivités. Ça, c'est les lives sur Facebook, c'est très bien, mais n'en faites pas toutes les semaines ou tous les jours. Gardez le côté exclusif. Il faut que ça reste. Oui, parce qu'en fait, il faut donner des raisons aux gens de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donner une raison des gens de se connecter. Si tous les jours vous faites un live, il n'y aura plus de raison. Si vous faites un live exclusif, une visite sur Instagram par exemple, vous êtes sûr d'avoir un focus médiatique dessus. Alors après, il y a dans les codes des community managers, c'est ce qu'on appelle le newsjacking, donc de pouvoir réagir à l'actualité. Oui. Ça, c'est un exercice que je fais souvent en formation qui est assez perturbant, mais qui fonctionne très bien. C'est finalement, votre musée, votre projet, il existe depuis longtemps. Comment est-ce qu'on va tout le temps être d'actualité sous la lumière ? C'est intéressant de pouvoir à chaque fois reprendre quelque chose qui fait l'actualité et le comparer à son musée, de faire des analogies, et donc de ramener l'actualité à son musée, à son projet, et donc du coup d'être toujours dans le coup, d'être toujours d'actualité, avec ce nouveau regard de nouveau. Et alors, squatter les hashtags, ça reste surtout sur Instagram une manière d'être vu, et par des nouvelles communautés, parce qu'on se connecte souvent via les hashtags, mais même par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est de nourrir ces liens Internet, puisque effectivement, finalement, les hashtags, c'est des liens hypertextes, comme il y avait depuis la création d'Internet, et ça fait sens au niveau de la circulation des informations et de la visibilité sur le web. Oui. Ouais. Donc, ne pas hésiter à squatter les hashtags pour gagner en visibilité. Oui, avec l'algorithme, etc. Voilà. Après, effectivement, la vidéo, j'en avais déjà parlé, on sait que la vidéo fonctionne très fort aujourd'hui. C'est vrai que... Oui, c'est un peu le type de média, en tous les cas, 2021. En tous les cas, c'est tout ce que les spécialistes un peu réseaux sociaux disent. Oui, après, c'est vrai que Facebook Live, ça date de 2016, je pense. Donc avant ça, les lives, c'était juste les médias qui pouvaient se le permettre avec des gros camions, avec des grosses infrastructures techniques. Aujourd'hui, on y a accès avec un smartphone. Oui. Alors, voilà, nouveau en termes de qualité, effectivement, parfois, l'image peut être de mauvaise qualité, mais l'important, c'est la relation directe avec l'artiste ou avec l'événement qui a lieu sur place et qu'on est témoin en direct. Donc ça, c'est intéressant. Mais j'ai vu effectivement, au fil des confinements, les musées s'équiper en caméra et en support. Et du coup, c'est un confort de visionnage qui est plus agréable, mais ça reste faisable. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir cette proximité. Je pense que les réseaux sociaux, justement avec les vidéos live, permettent une proximité, rapprochent les gens, c'est ce qui a permis de tenir aussi pendant le confinement, mais ça remplace pas de nouveau la visite sur place. Ça, je suis convaincu. Bien sûr. Que c'est une manière de toucher d'autres publics, une manière d'inviter les publics à venir sur place. Mais voilà, c'est nouveau, c'est un élément d'exclusivité. Ça reste pour moi un outil de communication. Ok, très bien. D'autres petits conseils où on peut faire un peu ta checklist, Jérôme, de tes conseils? Moi, j'avais fait un peu... j'avais essayé de me limiter à 5 grands conseils. Oui, d'accord. Après, si tu veux, j'ai 2-3 exemples. Donc, du coup, est-ce que tu peux les redire? Donc, si je vais résumer les conseils, c'est se donner des lignes éditoriales claires pour chaque outil, chaque réseau social, viser la qualité plutôt que la quantité, s'imprégner des fonctions, des codes et des usages et les détourner à son image,
montrer les coulisses, les exclusivités, réagir avec l'actualité et squatter les hashtags. Et utiliser le live, mais vraiment comme un événement et pas systématiquement pour garder cette interaction et cet intérêt médiatique. Ok. Et donc du coup, des exemples en plus. D'autres exemples, ouais. D'autres exemples que j'avais pu relever, par exemple le musée des Beaux-Arts d'Orléans. Ils ont joué à un jeu assez intéressant à l'époque d'Halloween l'année passée. Ils ont commencé à poster des messages inquiétants sur les réseaux sociaux en disant il y a des phénomènes étranges qui se passent, on sait pas trop, on vous tient au courant. Ils ont même fait jouer la presse locale qui est venue filmer et témoigner d'étranges phénomènes. Et tout ça, c'était pour inciter à une soirée spéciale Halloween, mais ils ont justement été vraiment dans leur trip et ça a renforcé finalement même le côté médiation culturelle puisqu'ils expliquaient le phénomène avec les tableaux qui étaient retournés, avec la légende d'un personnage dans leur expo. Et donc voilà, je crois qu'ils ont joué le jeu, pas de la fake news, mais en tout cas de l'information thématique. On va habiller notre communication d'une campagne, d'une thématique, et on va être à fond dedans parce que ça fait du sens par rapport au projet qu'on développe. Oui, vraiment une mise en histoire, quoi. Vraiment le storytelling à fond, quoi. Ouais. Et ça donnait vraiment une chouette ambiance et une chouette démarche. Ok. J'avais vu aussi une des premiers Facebook Live qui m'avait intéressé. C'était une expo Lune au Grand Palais. Et ce qui est intéressant, c'est la collaboration qu'il y a eu. Donc c'était pas le conservateur du musée qui faisait la visite de l'expo lors du vernissage, ce qu'on voit et qui est déjà très bien. Mais là, ils avaient pris un journaliste, je crois que c'était de Technicart, et une artiste. Et ils se promenaient dans l'expo, ils s'arrêtaient sur certaines œuvres. Et le journaliste interpellait l'artiste par rapport à l'œuvre et par rapport à ce que ça lui faisait ressentir ou ce qu'elle en pensait. Et donc je croyais qu'il y avait une chouette collaboration justement avec un Facebook Live dans un musée lors d'une vernissage expo, avec un journaliste d'un média et un artiste qui s'exprime sur l'œuvre. Ok, ouais, une vraie interaction. Voilà, c'était un contenu qui était riche en fait. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste on vous montre l'expo et puis voilà. Il y avait quelque chose, de nouveau, on donnait quelque chose de plus-value et d'intéressant par rapport à une simple promotion ou retape de l'expo. J'ai vu récemment aussi sur Insta le musée d'Orsay qui a fait une collaboration avec Plonk et Replonk sur leur nouvelle expo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont permis de détourner les œuvres. Alors Plonk et Replonk, ils le font à chaque fois. Oui, j'ai vu. C'est leur marque de fabrique. Mais ici, le musée a donné carte blanche à Plonk et Replonk pour animer leurs œuvres et donc d'apporter justement un contenu un peu original pour parler d'une expo finalement autrement. Donc se permettre ce genre de choses, ça ne dénature pas du tout la qualité de l'expo. Non, moi j'en suis complètement convaincue aussi. Et ça joue avec les codes, quoi. Voilà. Et juste le dernier, si jamais tu sais le placer. Oui. J'ai regardé ici sur Twitter, parce que Twitter c'est un réseau social qui perd un peu des plumes, mais qui reste intéressant dans certains domaines et pour certains publics. Et effectivement, par exemple, le musée Saint-Raymond, ils ont utilisé la technique du thread, donc il permet d'avoir un tweet et puis d'en compléter plusieurs pour avoir vraiment une histoire. Et ils ont fait un thread au poil qui expliquait justement la question du poil à l'Antiquité, mais c'était bien construit. Et donc là, on a vraiment l'utilisation d'un usage, d'un code sur ce réseau social, le thread, à des fins de médiation culturelle, avec vraiment à chaque fois des messages qui se complétaient au fur et à mesure de la lecture. Ok, donc vraiment s'inspirer d'un code et de jouer le jeu à fond finalement, si on résume un petit peu ces différents exemples inspirants. Ok. Oui, parce que si c'est cohérent, si ça a du sens, si c'est lié au projet, vous pouvez oser le faire. Et ça, parfois, les gens n'osent pas. Mais si c'est vraiment ça la question, quoi. C'est cohérent, ça a du sens, oui, ben alors faites-le. Il vaut mieux le faire complètement qu'à moitié finalement. Oui. C'est comme quand on souhaite être présent sur un réseau social, ben, il faut être présent à fond, il ne faut pas se contenter juste de poster. Ben, là, pareil, il faut vraiment utiliser les codes et les utiliser à fond pour vraiment quelque chose avec plus d'impact. Oui, tout à fait. Ok, donc du coup, je te propose de passer à la troisième question. Dans les réseaux sociaux, donc les institutions succombent souvent au syndrome de l'objet brillant. Elles vont commencer à utiliser par exemple un nouveau réseau social car il est tendance et a un potentiel de visibilité très fort. Donc c'est le cas de TikTok. Peux-tu, s'il te plaît, Jérôme, nous donner un avis sur le phénomène TikTok ? Alors, je ne sais pas si ça peut être un phénomène dans les musées, tu vas nous le dire. Donc, et les musées dans tout ça, qu'est-ce que ça peut leur apporter, TikTok, et ce peut-être phénomène TikTok ? Petite étude de cas. Alors, ouais, petite étude de cas. Pour revenir sur TikTok, pour moi, c'est un réseau social très créatif, qui effectivement s'est fait connaître avec des challenges, avec des danses à reproduire, avec des sondages qu'il faut répondre. Donc il y a vraiment de nouveau des usages qu'on n'avait pas dans les autres réseaux sociaux.
C'est pour ça qu'il a pris cette ampleur-là. Il est hyper créatif, il est hyper libérateur. Il est aussi très sur l'affirmation de soi. Donc les jeunes qui sont dessus s'affirment et développent leur personnalité derrière ces petites vidéos, très créatifs et très décalés. Donc c'est important de le rappeler parce qu'on doit comprendre quelles sont les bases de ce réseau social pour ensuite voir comment est-ce que nous on peut s'en inspirer dans le secteur culturel. De ce que j'ai pu observer ici cet été sur le réseau social TikTok, alors c'est pas une tendance générale. Pour l'instant les musées y arrivent, mais de manière timide. D'ailleurs, il y en a plus en France qu'en Belgique. Moi, j'ai vu très très peu de musées belges déjà dessus. Ce qu'on observe souvent, pour le moment, c'est une tendance très clip promotionnel touristique. Comme si il devait effectivement se présenter au public TikTok. Ok. Alors, je comprends la démarche, sauf que si ce public-là ne connaît pas encore le musée ou n'a pas eu l'intérêt de s'intéresser à ce musée-là à travers ses autres réseaux sociaux ou dans sa vie culturelle, c'est pas en reproduisant ces codes-là que ça va fonctionner directement avec ce public-là. Donc voilà, petit bémol par rapport à cette tendance-là qui est, pour l'instant, les musées ont tendance à se présenter et à faire des vidéos très léchées, plutôt touristiques, mais ce n'est pas encore la démarche créative que TikTok permet. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est que l'audience n'est pas très élevée, il y en a certains qui se lancent dessus, mais c'est pas énorme, sauf quand ça commence vraiment à décoller. Si je prends le centre Pompidou-Metz par exemple, on voit que l'engagement sur les vidéos est même plus élevé en nombre de vues, de likes et de commentaires que sur ses autres réseaux sociaux, alors qu'il a plus d'abonnés. Donc oui, une vidéo TikTok, si elle est bien pensée et si elle a vraiment une communauté qui se déclenche, a plus de chances d'être vue en termes d'audience, en termes d'interaction, en termes de chiffres de nouveau. Si les directions s'intéressent aux chiffres, effectivement, les chiffres sont actuellement plus élevés sur TikTok que sur les autres réseaux sociaux, parce que TikTok met en avant les nouveaux, donc on a plus de chances d'être découvert parce qu'il met en avant les nouveaux comptes, parce qu'il a fait une campagne pour que la culture arrive sur TikTok, et donc ils sont très à l'écoute et ouverts par rapport à ça. Donc voilà, il y a des choses qui font que l'algorithme TikTok permet d'avoir plus de visibilité. Et quelle est la différence justement pour un musée d'être présent sur TikTok par rapport à utiliser par exemple les réels d'Instagram peu inspirés de TikTok ? Alors les Reels, c'est la copie d'Instagram pour TikTok. Donc ils l'ont lancé parce qu'il y avait TikTok. Donc du coup, la même chose, c'est que l'intérêt pour ceux qui sont sur Instagram, c'est de rester sur cette plateforme et de proposer différents types de contenus. Donc voilà, si vous avez une grosse communauté sur Instagram, vous pouvez utiliser les Reels parce que ça complète votre offre de contenu communicationnel. Voilà. Maintenant, il faut pouvoir de nouveau pas reproduire les mêmes éléments sur les différents réseaux sociaux. Ça arrive encore trop souvent que je retrouve des contenus similaires entre Instagram et TikTok. Si vous investissez TikTok, investissez pour ce qu'ils proposent vraiment. Oui, ça vous offre un nouveau public. Donc c'est souvent pour ça en fait qu'on va vers les différents réseaux sociaux. Snapchat, c'était la même chose, on allait sur Snapchat parce que les jeunes y étaient. Mais les jeunes, si vous leur faites une campagne hyper créative, mais que quand ils retournent sur votre site ou quand ils viennent voir votre musée, ça reste une image institutionnelle qui ne leur parle pas, c'est un coup dans l'eau. Donc autant être cohérent avec ce que vous êtes, mais en proposant de nouveau des contenus qui sont adaptés au code du réseau. Ce que j'ai pu voir, ce qui fonctionne pour le moment sur TikTok, c'est soit offrir des points de vue originaux ou inédits, c'est ce que fait le château de Versailles, vraiment d'offrir avec des vues avec des drones, etc. C'est des choses qu'on ne peut pas voir nous quand on se promène, donc ça intéresse parce que ça offre un point de vue original et inédit. On peut adapter en mode de challenge, alors il y en a qui se lancent. J'ai vu le musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui avait testé un petit challenge. Il y a eu un hashtag MyAnswer qui a été lancé aussi. Donc voilà, on teste des choses. De nouveau, les lives, les vidéos live exclusives sur TikTok, ben oui, ça ramène des gens. Le Rijksmuseum, par exemple, a fait une visite, elle compte 1 million de vues. Donc c'est pas mal comme audience. Mais parce que c'était une visite exclusive sur TikTok pour eux, quoi. Donc c'est ça qui intéresse, c'est ces côtés exclusivité. Par contre, moi j'ai vu beaucoup de vidéos qui mettaient juste une musique de fond pour habiller comme ça, sans lien avec le contenu. Or, c'est ça qui fonctionne aussi sur TikTok, c'est le décalage ou la connotation entre la vidéo et la musique qu'on va mettre dessus. Puisque parfois on fait même du lip dub où on va parler sur la musique, où on va interpréter la musique autrement, etc. Donc là il y a quelque chose qui manque encore, c'est d'avoir cette cohérence entre l'image qu'on propose, la vidéo, et la musique qu'on va choisir pour accueillir notre vidéo. Et par exemple Brussels Museum a fait ça avec le MIMA qui était intéressant. Ils ont été voir une expo qui était sur le cinéma pornographique et ils ont mis une chanson effectivement où il y avait un thème sexe dedans, mais c'est lié.
Donc c'est logique d'avoir fait ce lien-là, et ça donne super bien comme petite vidéo de démonstration. Donc voilà, pensez à la cohérence encore entre la vidéo et la musique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et alors faites des vidéos courtes, rythmées, humoristiques. J'ai vu, je sais plus sur quel compte, une vidéo qui durait très longtemps, très très lente, et c'est comme si c'était un reportage à la télé, mais c'est pas un reportage à la télé. Oui, on n'est pas dans les codes Voilà. de TikTok, quoi, finalement. Donc vraiment dans cette dimension-là, je pense que c'est une autre façon d'interagir, de montrer le musée, mais alors de nouveau essayer de trouver comment est-ce qu'on peut adapter ces codes à son musée. C'est pas toujours évident, et c'est comment est-ce qu'on va intéresser ce public-là à nos expos qu'ils ont peut-être vu une fois avec l'école, et qu'après, comment est-ce qu'on peut leur dire que vous pouvez venir aussi encore au musée, même après l'école. Est-ce qu'on peut parler pour les musées, en tout cas, d'un phénomène TikTok ? Non, c'est plutôt une approche plutôt timide, alors. Je pense que pour l'instant, c'est encore expérimental. Il y en a certains qui le tentent expérimental. vraiment, qui sont dessus parce que c'est des gros musées comme le Louvre, le Centre Pompidou, voilà, le Rijksmuseum, c'est normal, ils étaient souvent les premiers à investir les nouveaux réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que ça reste expérimental parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne manière de communiquer différemment sur TikTok pour ces réseaux-là. À part effectivement le Château Versailles qui montre des vidéos originales, inédites, même avec des coulisses au niveau de la restauration des monuments et des œuvres, ça fonctionne très bien. Maintenant, ça pouvait être fait déjà sur Instagram ou même sur Facebook. Facebook, on va mettre peut-être plutôt des photos, on va expliquer, tandis que sur un TikTok, on va le faire en mode décalé, humoristique. Avec une super musique qui colle avec... Ok. Oui, mais c'est ça le jeu. Enfin, moi, je me suis perdu volontairement dans TikTok pour en comprendre les codes. Et effectivement, c'est ça qui fait sourire, c'est quand il y a un lien entre la vidéo et la musique. Et quand il y a des challenges qui sont répétés, etc. Mais il faut faire attention. Moi, je me souviens d'une association qui avait lancé un challenge et son hashtag avait été phagocyté par d'autres, et donc son challenge n'a pas eu l'impact voulu parce que les réseaux sociaux ont mêlé les hashtags, et les algorithmes n'ont pas fait leur travail de visibiliser la campagne de l'association. Donc j'avais envie d'achever ce podcast, Jérôme, en te posant une dernière question qui me taraude sur une autre tendance qui pourra aussi faire l'objet d'un autre podcast tant la problématique est vaste. Que penses-tu du recours en masse des influenceurs par les institutions culturelles, muséales, etc., pour booster leur visibilité, notamment sur les réseaux sociaux? Alors, quand on parlait justement de TikTok et même d'Instagram, c'est clair que finalement, ce sont plutôt ces influenceurs-là, mais qu'on appelle des créateurs de contenu, enfin, ils se présentent davantage comme ça maintenant. Oui, pardon. C'est eux qui font vivre la culture sur les réseaux sociaux, de manière créative. Effectivement, il y a plusieurs comptes sur Instagram et aussi sur TikTok qui amènent à découvrir des musées ou des œuvres, et c'est pas le travail des musées, mais c'est le travail de ces influenceurs. Donc pour ça, je trouve ça super intéressant. Ce sont des gens qui sont investis dans leur passion pour la culture et qui ont trouvé leur manière d'amener du contenu. Alors évidemment, il y en a qui ont de plus en plus de succès et que ça intéresse les musées de faire appel à ces influenceurs. C'est pas une pratique nouvelle. Faire appel à des égéries dans la pub, ça existe depuis longtemps. Faire des conférences ou des vernissages d'expos avec des personnalités pour faire venir du monde, ça existe. Voilà, donc utiliser des personnalités connues pour s'approprier leur aura, d'accord, à partir du moment où c'est une collaboration win-win, où effectivement on laisse aussi la patte à l'influenceur. Donc si on fait appel à cet influenceur, on doit le laisser libre cours à sa manière de présenter, c'est comme un journaliste finalement. Donc une carte blanche. Voilà, on ne peut pas dire à un journaliste ce qu'il doit écrire, c'est la même chose, un influenceur, laissez-le avec ses codes. Et effectivement, moi j'ai déjà eu de l'expérience où certaines structures avaient fait appel à des influenceurs, et quand ils m'ont envoyé la vidéo, ils me disent « Regarde, mais on n'a pas l'habitude de parler de nous comme ça ». Je dis « Mais oui, mais c'est pour ça que vous faites appel à un influenceur, c'est justement pour qu'il vous présente autrement ». Mais donc, même s'ils avaient fait la démarche, ils étaient un petit peu hésitants, quoi. Oui, voilà. Il y a un lâcher-prise à avoir finalement, un lâcher-prise sur sa visibilité par rapport à comment on va interpréter aussi, donner une nouvelle image. Par contre, ça je trouve ça intéressant, mais ça veut dire qu'en faisant une collaboration avec un influenceur, on va ramener son public, sa communauté, c'est le but finalement. C'est d'essayer d'augmenter sa visibilité en ligne, sa présence en ligne, et d'augmenter son nombre de followers. Mais si on fait venir cette communauté-là, et qu'après notre communication, elle reste en mode 1.0 print, et on ne s'adapte,
notre communication n'est pas évoluée avec ce public-là, on va le voir arriver, et puis feuille morte, quoi. Et ça ne va pas interagir. Et donc vous aurez même l'effet inverse, c'est que votre pourcentage d'engagement va diminuer, parce que vous allez avoir plus d'abonnés, mais moins d'interactions proportionnellement. C'est là où je parle aussi de qualité et de quantité. C'est-à-dire que... Oui, finalement, c'est vrai que tout ce qui est taux d'engagement, est-ce que c'est une statistique que les musées regardent? Toi, quand tu interviens pour des musées, des institutions culturelles, est-ce qu'ils ont une idée du taux d'engagement ou ils s'arrêtent juste au nombre d'abonnés? Parce que c'est pas du tout la même chose. Alors je pense que ça dépend du profil des gens qui demandent le taux d'engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certaines personnes qui vont demander les chiffres, sauf qu'un chiffre, un chiffre, ça veut rien dire. Il faut le comparer avec il y a 6 mois, il y a 1 an, voir l'évolution qu'on a fait, mais il faut aussi comparer qui. Est-ce qu'on a fait une campagne vis-à-vis des 25-35 ans? Est-ce que finalement, on a réussi, en faisant l'analyse des profils, à faire venir cette tranche d'âge-là? Donc, l'analyse des statistiques, elle est primordiale. Il ne faut pas prendre les chiffres pour ce qu'ils sont, quoi. Et le taux d'engagement, ce qui est intéressant, c'est de voir, mais qu'est-ce qui a marché? La communication, ça reste de l'expérimentation. On teste des choses. Tiens, ça a fonctionné. Pourquoi ça a fonctionné? Est-ce que je peux le reproduire? C'est ça qui est hyper intéressant. Et de voir des choses qu'on a testées, qu'on pensait bien, qui n'ont pas fonctionné. Mais pourquoi? Parce que mon public, là, connecté sur ce réseau social, n'accroche pas avec cette manière-là. Mais peut-être que sur un autre réseau social, ça fonctionnera. Donc, il faut vraiment analyser les chiffres et pas les prendre bruts. Après, effectivement, si on revient sur les influenceurs, moi, je pense que leur taux d'engagement est très fort. Alors, on sait que les micro-influenceurs ont plus de taux d'engagement que les macro-influenceurs. Donc, c'est intéressant d'ouvrir à de nouveaux publics, de se faire connaître à d'autres. Surtout si c'est une vraie collaboration, c'est-à-dire que si l'influenceur est vraiment intéressé par notre musée et dit oui, ça m'intéresse, c'est super chouette, j'ai vraiment envie de parler de vous. Donc là, on va avoir quelque chose de valorisant et une plus-value réelle. Mais moi, je préconise que ça soit finalement le musée qui devienne lui-même son propre influenceur. Il faut que des gens dans l'équipe, que ce soit les communicateurs, le community manager ou le médiateur culturel en fonction des profils, mais qui deviennent eux-mêmes leurs propres influenceurs et développent leur propre communauté. C'est comme ça qu'ils vont grandir, parce que sinon, ils vont à chaque fois faire appel à des externes, ça va leur amener des gens, et puis leur communication, elle va pas suivre, elle va pas être adaptée, et donc au final, ce sera juste un coût marketing sans plus. Alors merci infiniment Jérôme d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui avec tellement de naturel et de professionnalisme. En plus on a abordé vraiment plein de sujets différents, TikTok, les influenceurs, les bonnes pratiques. On a bien mis les pieds dans le plat je pense avec plein de conseils. Je mets bien sûr en description de l'épisode ta bio et tous les liens que tu m'as fournis et que tu vas me fournir pour que les auditeurs puissent les retrouver facilement et approfondir le sujet et toutes les problématiques qu'on a abordées ensemble à tes côtés. Et en attendant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chère auditrice, chers auditeurs, une très belle rentrée et j'espère que ce cahier de vacances Summer Vibes vous a plu. À mardi prochain avec J'ai l'œil du tigre.